Petit conseil à tous les archis qui se lancent, mais le premier sujet, c'est quand même le chiffre d'affaires. Il faut faire du chiffre, en fait. Enfin, c'est le seul point de départ. Tu peux faire un truc très beau, pas très cher, mais c'est énergivore. Et si tu calcules ta rémunération sur ça, en fait, ça marche pas. Mes clients, ils ont une enveloppe d'argent et ce qui serait bien, c'est de rester là-dedans. Donc, on va essayer d'être malin. Quand on rentre dans la pièce, qu'est-ce qu'on regarde en premier et on va mettre le focus là-dessus et moins sur autre chose. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui. Je suis vraiment contente de vous recevoir. C'est vrai que je suis l'agence depuis un moment sur les réseaux. On vous voit pas mal. Les projets sont très beaux. C'est pour ça que je vous ai contacté aussi. Merci. Donc, c'est un plaisir de vous avoir. Donc, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous faites, l'agence? Ouais. Tu veux conseiller? Non, vas-y, je t'en prie. Okay. Donc, c'est l'agence Vernich-Cotterell. On est une agence basée à Paris dans le 9e et c'est une agence où effectivement on travaille en couple avec François, mon mari, et on est aujourd'hui entre 15 et 17 personnes et c'est une agence assez familiale qu'on développe sur Paris et un petit peu aussi au Touquet et un petit peu à New York, et on est vraiment sur un secteur du particulier, donc c'est beaucoup de familles, d'appartements, de maisons, tout type de projets pour un peu toujours un peu nouveau, donc voilà. Et vous n'êtes que sur du résidentiel du coup, principalement? Principalement, ouais. Effectivement. Il y a de temps en temps, on travaille pour des cabinets. Donc quand c'est sur des boîtes, c'est plutôt pour des par exemple des chirurgiens esthétiques, okay. Ou des cabinets d'avocats, des choses où ça a besoin d'être un petit peu plus comme à la maison, pas avoir un traitement de bureau, mais plutôt avoir un traitement qui est plutôt plus personnalisé, plus réconfortant, quelque chose aussi peut-être de patrimonial, etc. Donc c'est souvent qu'on a envie de donner cette petite patte à son bureau, moins plus maison. Donc, ok, voilà. D'accord. Et du coup, François Oui, qu'ajouter donc en effet, l'agence a 14 ans maintenant. En tout cas, on l'a fondée tous les deux en 2010, donc le 1er janvier 2010, donc bientôt 15 ans. Véro avait déjà travaillé un petit peu toute seule, environ un an avant que je décide de la rejoindre. Mais voilà, en effet, principalement du particulier, quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Ça étonne parfois certains confrères, mais nous, on adore ça. Et je pense qu'on est fait pour ça. Et en effet, les pros, c'est plutôt des professions libérales, les avocats, les médecins, qui ont une approche un peu plus familiale ou institut personnel, quelque chose d'assez personnel. D'accord. Ouais. Et du coup, tu as toujours voulu être dans l'archi d'intérieur ou non c'est vrai que c'est venu assez tôt, mais c'était pas quand même ma première idée tout de suite. C'est vrai j'étais partie pas mal dans la 3D, les effets spéciaux, etc., qu'on en a parlé un petit peu aussi tout à l'heure, mais c'est quand même venu très très vite, et par contre on a créé la boîte assez rapidement, sortie d'études. Donc au départ, moi j'étais toute seule parce que c'était mon métier, et François lui est issu d'une école de commerce, donc en fait il m'a accompagnée sur la création de cette boîte. Et rapidement, en fait, il m'a rejoint au bout d'un an. Au bout de même pas un an. Je ne sais pas si c'est important de le dire, mais moi, je trouve que ça nous identifie un petit peu. Véro, son métier, c'est vraiment l'image. Elle communique énormément en dessinant. Un petit trait de sa personnalité, c'est qu'elle est dyslexique. Ça l'a suivi toute sa scolarité. Elle a été passer son bac en Belgique. Qui a une option très forte en art, et elle a été du coup très bien reconnue. Elle a passé un excellent bac où elle était majeure de promo. Puis elle a fait les Beaux-Arts à Londres, qui est aussi un pays qui historiquement a toujours bien intégré et reconnu ces profils-là. C'est sûr qu'on est un peu moins bon, je pense, en France. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Et moi, je suis tout l'inverse, en fait. Je suis très scolaire. J'ai fait un bac S. Voilà, donc on a un fonctionnement tous les deux qui est très complémentaire. Et même parfois un peu symétrique, en fait. Quand on a monté à deux sa boîte, en effet, en 2008, 2009. Et puis, dès qu'il fallait parler d'argent, de budget, Véro se décomposait, parce qu'en fait, c'est pas du tout son truc. Et moi, je me souviens, je travaillais dans un groupe hôtelier.
dans la direction d'hôtel. J'adorais mon métier, mais j'étais très vite pris de passion pour répondre à ses clients, faire les contrats, les budgets, et puis apprendre ce métier d'architecture d'intérieur qui est génial. C'est ce qui a fait notre force, en fait. C'est ce côté complémentaire, parce qu'en fait, un projet réussi, c'est un projet qui est aussi beau que tenu au niveau du budget. Donc c'est vrai qu'un client, si il a l'impression qu'il a pas, il s'est fait saigner, il n'est pas anticipé et qu'il a l'impression d'être pris au piège, il va moins aimer son appartement, il va le trouver moins sympa. Alors que si c'est un projet qui lui plaît tout aussi bien au niveau esthétique qu'au niveau financier, là il va en parler à tout le monde et c'est rassurant, c'est plaisant, quoi. C'est vrai que c'est un accomplissement total. Et donc, on a vraiment ce côté-là qu'on essaye de vraiment tenir. C'est vraiment une ligne de conduite. C'est que ça doit être aussi beau que bien tenu au niveau budget. Bien tenu et que le moment passé soit sympa. C'est-à-dire qu'on va quand même passer un peu de temps avec nos clients. Et pour nos clients, c'est très souvent une première fois. C'est pas quelque chose qu'on fait très souvent dans sa vie, de rénover complètement un bien immobilier pour soi. Et il faut que l'aventure soit, parce que c'est quand même toujours un peu une aventure, il faut qu'elle soit sympa, ça soit agréable et donc maîtrisée. Il faut qu'il y ait ce moment-là. Et en fait, je me souviens, quand on a créé l'agence avec Véro, on avait notre famille, on retapait déjà un peu des apparts tous les deux pour nos copains, la famille, etc. Et très souvent, ce qu'on entendait, c'est avec les archis, c'est trop tard, trop cher. Alors, il y a ce fameux triptyque, c'est beau, c'est dans le temps, c'est dans le budget, et on ne peut pas tout avoir. En fait, nous, on pense que si. On s'est dit, on va monter une agence où l'archi va être bien, mais c'est le métier de faire quelque chose de beau, et il n'y avait pas de doute sur la capacité de Véro à faire des choses belles. Très jeune, déjà, les amis des parents, les tatas, posaient toujours des questions, mais comment tu ferais, les couleurs et tout. Ça, il n'y avait aucun doute sur sa capacité à faire que ça soit beau. Mais on s'est dit, OK, on met des méthodes, on met des process, comme dans l'industrie, comme dans les hôtels, comme dans n'importe quelle gestion de projet, pour que ça soit dans le temps et dans le budget. Et je pense qu'on a... c'est vrai que quand on regarde un peu nos commentaires et tout, sur Google, on se dit, les clients, finalement, l'écrivent, en fait. Souvent, ils parlent de ces deux côtés, en fait, où ils ont été satisfaits et de leur projet, et aussi de la façon dont ça a été tenu, et on sent que c'est important, quoi. Et, Après, c'est vrai qu'on y reviendra justement sur tout cet aspect archi d'intérieur, et en même temps, ça reste une entreprise. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et vous avez voulu lancer l'agence tout de suite, parce que du coup, tu es sortie d'école, en fait, et tu t'es dit, je me lance, t'es pas passée par d'autres agences. Alors, c'est pas moi qui me suis dit, tiens, je me lance, c'est François qui m'a dit, bon, maintenant, tu te lances. Donc, parce que lui, il avait déjà son métier, et il m'a dit, non, mais franchement, ça sert à rien de refaire encore un stage. Go, en plus, là, il y a le nouveau... ça vient de sortir, ça s'appelle Auto-entrepreneur. Tiens, d'ailleurs, je t'ai inscrite, donc voilà... go. Et puis en plus, on avait un ami de promo qui m'a fait tout de suite mon site. Il a dit, tiens, on va te faire un super site. Et en fait, ça a fait une petite boule de neige comme ça, et ça a pris de l'ampleur tout doucement. Et puis en même temps, non, assez vite quand même, parce que le fait d'avoir un site, d'être bien référencé grâce à notre ami, et François qui m'aide aussi sur la réponse client, etc. On a eu tout de suite des clients, en fait. Demandes, oui. Et donc, de ces demandes, je dis à un moment donné, de toute façon, maintenant, on arrête. Ça y est, j'ai 2 projets, ça suffit, quoi. Puis il me dit, non, en fait, t'as plein d'amis là qui aimeraient bien avoir du boulot, donc on va se faire une association, on va prendre des archis avec nous. Et puis, en fait, ça s'est monté comme ça. Après, je suis tombée enceinte, donc du coup, il fallait aussi que ça se travaille sans moi. Et rapidement, c'est devenu... Une des grosses décisions, ça a été d'organiser les projets de telle manière que Véro soit une vraie DA. C'est-à-dire que pour moi, la DA, c'est la vision. Donc, c'est voir le projet le plus loin possible, à quoi il doit ressembler, c'est quoi son image. Et en fait, ça, si tu es enfermé dans ton plan électrique sur tes 2 projets, que tu te fais tirailler par des délais, des clients, des contraintes, etc., et donc que tu te comportes comme une chef de projet, c'est difficile. Donc, le point, ça a été très vite de se dire, on met des chefs de projet qui dessinent, qui sont la mémoire du projet, qui ont un rôle hyper important parce qu'elles vont vraiment structurer le projet de l'esquisse jusqu'à sa réception. Et Véro vient
donner du souffle, donner de l'air, sortir un peu la tête du guidon et donner la perspective. Tout comme moi, sur la partie délai et budget, je suis pas meilleur que mes chefs de projet, c'est juste que je suis pas né dans le guidon, donc je peux leur donner ce recul de ok, c'est quoi l'étape la plus importante du moment, c'est quoi, tu as une autorisation à demander, il faut déposer le dossier très vite, et c'est quoi le budget que tu t'alloues sur ça, comment le contrat est structuré avec les clients. Difficile de tout faire. Donc, quand tu commences ta boîte, tu fais tout. Chef de projet, DRH, et puis tu vas remplir le frigo, et puis acheter des cartouches de l'imprimante, et puis prendre l'abonnement, et puis truc. Et puis très vite, ça a été de dire non, en fait, chacun sa place dans la boutique. Il faut que chacun se donne vraiment les moyens de faire son job. Et DA, c'est un job, quoi. C'est vraiment... Et c'est vrai que ça nous a vraiment changé et c'est devenu vraiment l'ADN de la boîte, c'est que on est vraiment 3 à chaque fois sur les projets. Donc il y a François pour tout ce qui est financier, conflit aussi, des fois les copros, tout ce qui est un petit peu plus juridique. Merci. Et puis moi effectivement qui essaie de donner un élan sur la partie DA. Et une chef de projet qu'on a formée, qui est super et qui va tenir vraiment le projet de A à Z et qui va être vraiment la charnière entre le client et nous sur tout le long du projet. Et ce qui est super aussi, c'est que c'est marrant, naturellement, les clients aussi savent tout de suite à qui il faut parler quand ils ont un besoin, une reproche, des choses comme ça. C'est-à-dire que on est 3 et on saura mieux passer aussi les choses parce qu'on forme une équipe à chaque fois sur le projet et on avance comme ça de front. Et non, on a un petit tabouret stable, quoi. Ouais, c'est une structure qui marche bien. Et vous avez embauché tout de suite ? Moi, je suis arrivé 1er janvier 2010 et le 1er février, il y avait déjà 2 archis. Donc, tout de suite. Okay. Ah non, il envoie. Tout de suite. non, mais en fait, tout de suite parce que c'était un peu anticipé, je m'y attendais. Et il y avait de la demande. Moi, je m'y attendais pas du tout. Et... Moi, je voyais... Non, mais après, c'est encore une fois une question de recul. Je pense que c'est quand même toujours ça qui est crucial. Quand tu vois les choses d'un peu plus loin, en fait, ça paraissait évident. On avait le téléphone qui sonnait. Il y avait des demandes. Tu sais que tu peux financer des embauches quand tu as des demandes, en fait. Donc, c'est ce que j'allais te demander, parce que du coup, en termes de coûts, c'est un coût que vous aviez pu absorber. C'est un coût qu'on a pu absorber très vite, parce qu'au début, on n'avait pas de bureau, on était chez nous. On a toujours été un peu chez nous. La chambre de notre fils, qui était notre fils 2 ans après, mais il n'était pas encore là. Donc, c'était les bureaux. Donc, c'était une agence qui était ultra souple en termes de coûts. Okay. Et puis, c'est vrai que, petit conseil à tous les archis qui se lancent, mais le premier sujet, c'est quand même le chiffre d'affaires. Et il n'y a pas à chercher je dois faire des charges pour payer moins d'impôts. Non, ça, tu verras dans bien longtemps. D'abord, il n'y a qu'un sujet, en fait, c'est de signer des contrats. Il faut signer des contrats, il ne faut pas hésiter à parler d'argent parce que les clients, ils savent très bien qu'à un moment donné, on doit remplir une assiette. Donc, c'est un secret pour personne. Donc, il faut être assez tranquille avec ça. On trouve assez vite sur Internet les montants de rémunération des archis d'intérieur. Il faut se comporter comme un client, s'imaginer être client, combien je m'imagine devoir payer un archi. Pas hésiter à parler d'argent, et puis il faut faire du chiffre, en fait. Il faut signer des contrats. C'est quand même le seul truc c'est le seul point de départ. Et après, une fois qu'on a du chiffre, on peut se donner des bouffées d'oxygène, se structurer. Et puis après, c'est super amusant. C'est quoi la priorité nous, ça a été de prendre des archis. Là, ça a été de prendre des archis meilleurs que nous. Ouais, alors il y avait une discussion hyper important. Une discussion à table avec son papa, qui est un entrepreneur qui nous a toujours beaucoup impressionnés. Je me souviens qu'on avait, on avait plusieurs CV, et puis on avait... Mélanie, si tu nous écoutes, qui est toujours une super copine, qui a déménagé depuis. Travaille encore avec nous. Voilà, oui, c'est ce que j'avais demandé, elle est encore chez vous. Elle a créé sa boîte, donc on partage certains projets encore ensemble. Et c'est devenu vraiment une amie. Et elle sortait de chez Reichen, donc elle avait bossé sur la Cité du Cinéma. Nous, on savait rien faire. Vraiment, on sortait d'études, quoi. On faisait des DPGF qui tenaient sur une page Word. Ça ressemblait à rien. Elle arrivait et elle nous a
Le papa de Véro nous a dit, si vous avez le choix entre 2 personnes, prenez la meilleure. Prenez celle qui est plus forte que vous, en fait. Celle qui est plus forte que vous, ouais. Et en effet, mais il avait le recul, le papa de Véro. Mais comment ça s'est passé, du coup, vous l'avez embauché? Non, vous avez signé des contrat de collaboration libérale au projet, ouais, tout à fait. Donc on partageait les zonos. Nous, nos talents, c'est vrai que c'était d'attirer, en fait, parce qu'en fait, notre site internet marchait vite. François savait répondre. Moi, ça a marché parce que j'arrivais à les appâter dans un sens en disant, bah tiens, on ferait ça. Enfin, je donnais confiance. Et Mélanie, elle nous a ramené une structure qu'on n'avait pas vraiment. Donc, en fait, c'était le premier trio, en fait, et qui a marché. Et puis après, on l'a dupliqué sur plusieurs autres projets avec d'autres chefs de projet. Mais c'est vrai que... Ouais, c'était un élément... C'est vrai que la première chose, il faut trouver un client. Après, il faut avoir les idées. Et puis après, il faut aussi... savoir les délivrer. Et donc, et pour les délivrer, c'est vrai qu'on ne l'apprend pas forcément à l'école, même, c'est sûr. Hein. En fait, on apprend... Alors, c'est rigolo parce qu'au début, on critique un peu les écoles en disant « Ouais, franchement, c'est un peu abusé. On ne nous a pas appris à faire un plan électrique. On ne nous a pas appris ça. On ne nous a pas appris ça. Maintenant, c'est dur, c'est dur, c'est dur. » Et en même temps, c'est le seul moment où ils nous ont aussi dit, soyez créatifs, si jamais vous n'avez pas des limites, qu'est-ce que vous allez faire ? Du coup, on part sur des rêves, on part sur plein de choses. Et après, c'est vrai qu'on se confronte à la réalité quand on va vraiment travailler. Mais si on nous avait donné toutes les contraintes et pas fait rêver à l'école, peut-être que ça ne nous aurait pas donné des vocations. Donc en fait, c'est pas compliqué. Important. C'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent aux étudiants. Hein. C'est très frustrant de ne pas, en effet, savoir faire. Et c'est vrai qu'une école, on peut se dire, on fait une école de boulangerie, on apprend à faire du pain. Mais les métiers créatifs, comme l'architecture d'intérieur, la créativité, c'est quelque chose qui s'infuse un peu toute la vie. Et il n'y a qu'à l'école où qu'on aura ce moment sans contrainte, de pouvoir se donner des thématiques complètement folles et de se confronter à comment je canalise mes idées, comment je détermine que mon travail est terminé. C'est con, hein, mais des fois, on pourrait ne jamais s'arrêter, continuer de peaufiner, etc. C'est ça l'apprentissage de l'école. Apprendre à faire un plan électrique. Ça, c'est les bons stages. C'est les stages, c'est l'expérience, et il sera toujours temps. C'est beaucoup plus facile d'apprendre à faire un plan électrique quand tu as eu cette formation très créative que l'inverse. Ouais, que d'être bon techniquement et devenir bon créatif. C'est vrai que... c'est marrant parce qu'on a vraiment les 2 écoles. J'ai des archis avec qui j'ai échangé qui, justement, ne comprenaient pas ce truc de l'école, elle pousse le côté artistique à fond. Mais du coup, sur le terrain, en fait, tu peux pas les embaucher parce qu'en agence, tu as besoin qu'ils délivrent, qu'ils te fassent des plans, etc. Et du coup, le mec, s'il rêve, c'est bien, mais toi, derrière, tu as des clients. Quoi. Non, mais c'est sûr qu'il y a un équilibre à trouver, probablement. Non, mais c'est certain qu'il y a des écoles qui sont peut-être un peu trop théoriques. C'est certain. Ou trop artistiques. Il faut trouver un équilibre. Mais c'est vrai que cette frustration des étudiants qu'on entend très souvent, et que même moi, j'ai vécu même en école de commerce, quand même, faut la pondérer un peu parce que ce moment-là qu'on a, on l'a pas très souvent dans sa vie, en fait. Donc, faut en profiter. Et du coup, et le technique, c'est ce qui s'est passé, en fait. Vous avez appris sur le tas. En fait. Tu as eu des stages quand même en école? As fait un Non, j'ai même pas fait de stage. Sortie d'école, tu t'es lancée. Exactement. Enfin, si, j'en ai fait un chez Isabelle Stanislas. C'était super. Mais c'était très léger. J'ai pas pu non plus... j'ai appris beaucoup de choses, mais pas assez longtemps. Enfin, c'était hyper enrichissant, mais je vois maintenant les stages qu'on fait à nos archis, quand c'est des stages de 6 mois, effectivement, on leur apprend beaucoup de choses. Et puis surtout parce que on a envie qu'à la fin, ça nous serve aussi. On ne prend pas des stages pour les former et faire la 2e école. On prend des stages aussi pour que ça nous aide à la fin. Donc en fait... je pense qu'on est une... Enfin, j'ai l'impression qu'on va avoir plein de CV de stage. mais c'est vrai que c'est un vrai truc, quoi. C'est comment transmettre pour que ça nous soit utile et comment eux, après, vont l'utiliser. Et puis des fois, la plupart du temps, de toute façon, toutes nos embauches venaient aussi de personnes qu'on avait formées. Et puis en fait, on s'est dit, on se comprend vraiment bien. En plus, on les a formés. Du coup, là, on a un peu plus de charge de travail. On les a gardés. Donc voilà, c'est vrai que la plupart de nos salariés ou nos free viennent de stages de fin d'école, ou d'après, des choses comme ça. C'est vrai que les écoles changent un peu. Moi, je vois ma formation quand même. Ils nous ont appris quand même à maîtriser les logiciels. Parce que j'ai l'impression que les écoles commencent à avoir conscience aussi que sur le terrain, les agences, elles ont besoin de personnes qui délivrent. Quoi. Donc, là où à l'époque, je pense que les plus vieilles agences,
peut-être ils formaient un peu plus ceux qui sortaient d'école. Je pense que j'ai reçu une archi qui avait fait Penningen et elle avait commencé dans une grande agence. Elle m'a dit j'ai tout appris dans cette agence. Ouais, Donc, voilà. elle est passée chez Joseph Diran. Voilà. Elle est restée 5 ans et par contre elle a tout appris là-bas. Ouais. Bien sûr. Là aujourd'hui c'est un peu moins le cas. Il y en a beaucoup qui se lancent tout de suite en fait en sortant d'école. Parce que peut-être, je ne sais pas, on a peut-être une appétence plus entrepreneuriale ou alors on nous donne peut-être plus Je les pense cartes que aussi. les logiciels se sont un tout petit peu démocratisés aussi. Ouais. Hein, parce que je me souviens que Véro, tu as quand même appris la 3D sur 3ds Max. Ouais, c'était l'angoisse. Bienvenue. Il est rude lui. Hein. Alors qu'aujourd'hui, bon, Bon, t'as SketchUp quand est même très facile. SketchUp, Ouais, Inkscape, mais sur boum, t'as Archicad, quand même surtout, des trucs qui s'apprennent un peu plus facilement. Alors même s'il y a de la technique, elle est quand même, je pense, un peu plus accessible qu'avant. Et puis je pense qu'il y a aussi un côté démerdard de la nouvelle génération qui est capable d'aller chercher de l'info Sur des sur logiciels, tous les etc. supports Ouais. que tu peux avoir aujourd'hui, que C'est tu marrant n'avais parce que peut-être pas avant. Du coup, nous, des fois aussi, on a des super surprises parce que nos stagiaires, ils nous apprennent plein de trucs. Donc, Oui. on reste à la page. C'est rigolo parce qu'ils ont vu autre chose ou alors ils ont appris des nouvelles techniques, etc. Et donc, c'est un super échange, quoi, effectivement. Et du coup, l'agence, donc en fait, au début, vous avez embauché, donc, c'était des contrats de partenariat, du coup, c'est ça, avec d'autres Collaboration libérale, Ok. puis après CDI. Hein. CDI. Et vous avez puis embauché des un fois des CDI freelances. rapidement ou... Ouais, au bout en 2012. Ah ouais, donc 2 ans après, à peu Ouais, près, c'est ça 2 ans après. Ouais, j'ai le nom. Amandine. Encore là Non, elle a déménagé, elle habite en Angleterre. Coucou Ok. Amandine, mais encore des super contacts aussi. Ouais. Elle est chez Boys Design en Ok. UK et elle est partie faire le tour du monde après, donc c'était génial. Ah ouais. Première embauche, je m'en souviens. Mais, non, puis maintenant, il y en a eu beaucoup des embauches. Ouais. C'est vrai que la première embauche, c'est un événement dans une entreprise, Ah ouais. surtout en France où tout le monde te dit que On embaucher, te surtout fait pas, peur, ouais. etc. Non, il faut être très détendu vis-à-vis de ça. En fait, monter une boîte, c'est des mariages, des engagements avec des associés, des entreprises, des clients, des collaborateurs. Faut y aller, en fait, pas froid aux yeux. On a des archis, nous, qui veulent surtout pas être en contrat, qui veulent être indépendantes parce que c'est leur façon de voir leur travail et c'est génial. On en a qui n'envisageraient pas autrement que d'être en CDI et il faut être à l'écoute. Et puis c'est toujours une discussion de j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. On se rencontre sur un terrain d'entente commun, quoi. Donc on a eu les deux et aujourd'hui c'est toujours quasi 50-50. En Puis fait. notre fierté, c'est aussi qu'on les garde. Hein. C'est avant tout ça. Avant tout Ouais. ça. Donc elles sont vraiment... À tes souhaits. Mais c'est vrai que là, j'ai en tête, il y en a une, ça fait 12 ans qu'elle travaille avec nous, donc elle est vraiment à l'origine de l'agence. Elle a vu grand net, parce que j'ai eu 2 enfants, donc en fait, elle a vu mes enfants. Très comme proche. on habite avec comme l'agence et la maison, c'est juste à côté. Enfin, voilà, c'est très familial, quoi. Et ça a bien marché. Et après, c'est vrai que ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on est c'est un métier, pas mal de femmes. Et donc, du coup, il y a des congés mat aussi. Donc, voilà, il y a aussi des petits roulements à prévoir, mais qui se passent très, très bien. Et donc, voilà. C'est vrai, mais comme tu dis, François, c'est vrai que Le le regard. CDI, ça fait très peur. Moi, pour avoir été en ressources humaines avant de me reconvertir, c'est vrai qu'on en a eu des cas où c'était très compliqué, des salariés où ça s'est très mal fini. On a fini au prud'homme. Ouais. Et en fait, tu te bats vraiment en tant qu'employeur pour prouver un peu ta bonne foi. Enfin, c'est vraiment pas évident. Je pense qu'on est mal du en coup, plus. c'est une petite boîte, ouais, on est mal. Alors moi, j'ai une immense chance, c'est d'avoir travaillé. Je peux donner le nom chez Accor. Ok. Donc en direction d'hôtel. Un hôtel, c'est que de la ressource humaine en fait. Hein. Ouais. C'est une petite usine. Énorme. Tu brasses énormément Et puis, Accor, c'est énorme. de gens. Et puis c'est toute une société entre le plongeur et le directeur de la restauration. Tu t'es confronté à tout type de salariés dans des conventions collectives un peu contraintes, avec des syndicats. Et ça, moi, chez Accor, j'ai eu une formation en béton armé. Non seulement j'ai fait un master en management, et en plus, j'ai eu cette expérience. Et ça, c'est un atout. Tout ce que j'ai appris chez Accor il y a 15 ans, je m'en sers encore aujourd'hui. De l'entretien à la rupture de contrat, à la rédaction du contrat, à l'entretien annuel d'évaluation, à tous ces actes managériaux qui sont hyper importants, qu'on peut négliger et qui en réalité sont d'une
vitalité pour l'entreprise. Là, en ce moment, on est en pleine période d'entretien annuel. C'est génial. C'est génial. C'est un moment privilégié avec chacune de nos archis, de se dire les choses, de se les dire de façon préparée. C'est à froid. Voilà, il s'est passé ça cette année, c'était compliqué, comment on réagit, comment on progresse. Et puis on le relit l'année d'après et on voit l'évolution. Et c'est vraiment un acte managérial super fort. Que j'aurais jamais eu l'idée d'avoir. Mais que tu n'apprends pas à l'école. Voilà. Que tu n'apprends pas du tout à l'école. Le management, c'est très dur. Hein. C'est dur quand tu n'es pas outillé et quand tu ne sais pas. Parce que je pense que quand tu sais, c'est pas dur, c'est génial. Vraiment. Tu penses qu'il n'y a pas une question d'appétence aussi Si, c'est sûr. Comme tout métier. Ouais. Si. Et vous avez eu des cas justement où la collaboration, ça a été plus compliqué on a mis fin à des contrats. Ouais. Bien sûr. Mais ça n'a jamais été. C'est pas un frein pour l'entreprise. Non, au contraire. En fait, et c'est ça un s'est frein bien passé, en fait. Le frein, on c'est s'est de pas mis faire de d'accord contrat. en accord, quoi, en fait. Ouais, pour vous, avoir des CDI, c'est important dans l'agence. Fidélité. En fait, c'est d'avoir. Il y a une notion d'engagement qu'on a avec nos archis et avec nos clients. Et c'est un sujet sur lequel je travaille avec deux copains. En fait, on est en train de travailler un outil, deux copains avec qui on a. Un copain de promo et un autre ami plutôt dans la tech aussi. Celui qui a monté le site. Ouais, exactement. Ouais. Sur le même copain. Efficace. Ouais, il est génial, franchement. C'est un ami, c'est parrain de son fils. On est vraiment très potes. Mais on travaille sur comment aider les archis et comment outiller les archis sur la partie plutôt management. Et en fait, on a fait pas mal d'interviews. On se rend compte que il y a une notion d'engagement. Un archi, il a peur de s'engager. Un archi, je pense que je peux généraliser à pas mal de métiers. C'est difficile de s'engager. Notamment dans un budget, par exemple, ou dans un délai, ou dans un résultat. Donc, nous, on se dit, on peut aider les archis à déjà formaliser leur acte d'engagement. Donc, je m'engage le 1er septembre à te sortir un appartement pour le 30 juin dans telle enveloppe de budget, détaillée de la manière suivante et dans tel planning. Et après, retracer tout au long du projet comment cet engagement a vécu, parce que ton client, il va pouvoir parfois aussi ne pas te valider un choix que tu lui as proposé ou changer d'avis, mais tu n'as pas la chronologie, c'est compliqué. Donc, on essaie de donner un outil pour aider les archis à s'engager et à suivre la façon dont l'engagement il est suivi. Et en fait, ça fait peur de s'engager, mais en même temps, c'est beaucoup plus bénéfique un bon engagement bien pris, bien suivi, qu'une absence d'engagement ou une espèce de flou artistique qui, à la fin, va forcément se retourner contre toi. Ouais. Donc, avec un collaborateur, c'est le cas. Avec un client, c'est le cas. Avec une entreprise, c'est le cas aussi. Il faut savoir s'engager, écrire les choses, dire voilà, on parle là-dessus, on est tous d'accord. Ouais. Et quand il y a un problème, on fait rewind, on regarde. Ah ouais, on n'est pas des machines, ça a foiré. Mais on sait le tracer, en fait. Et il n'y a pas de problème. On fait tous des erreurs. Il y a un tracking très fort, en fait. Il faut... c'est des projets qui sont longs, quand même. Parce qu'entre le moment où on fait le relevé et au moment où on livre, il peut se passer 1 an, 2 ans. Et donc, du coup, il faut se souvenir nos promesses, en fait, mutuelles, que ce soit le client ou nous. C'est-à-dire que s'il avait une exigence particulière ou qu'il ne voulait pas mettre autant d'argent sur un truc, faut qu'il s'en souvienne à la fin. Parce qu'en fait, on évolue. En fait, c'est ça qui est génial aussi. C'est qu'un projet, le client aussi va commencer à aimer créer, aimer se projeter au départ. C'est un peu sa première fois, donc il se dit on fait un appartement, voilà, c'est tout. Sauf qu'après, non, il y a un jeu qui se met, et donc du coup, il faut qu'on suive tout ça et qu'à la fin, il soit toujours hyper content et satisfait, quoi. De toute façon, les écrits restent, mais les paroles partent. Donc, et même quand tu reçois des... Ouais, c'est ça. Et puis aujourd'hui, on a un projet, je sais pas, il y a peut-être 3-4 000 mails dans un projet, en un an. Ah oui. Non, j'exagère. Je dis ça 4 mois pif, mais j'imagine qu'on n'est pas loin. Entre si tu mets tous les intervenants, le nombre de productions écrites qu'on fait, c'est monumental, en fait. C'est vrai qu'on travaille avec plein de corps d'État séparés. Donc, en fait, on a quand même une entreprise générale, mais à côté de l'entreprise générale, on a toutes sortes d'artisans, que ce soit le marbre, le parquet, les fenêtres, la domotique, les rideaux, les bureaux d'études pour les fluides, etc. Et tout ça, c'est... faut tout gérer en même temps, quoi. Et quand est-ce que vous avez su que vous pouviez embaucher quelqu'un, c'est quoi? C'est par rapport au chiffre d'affaires que vous avez réalisé, c'est ça. À la projection, À la projection, puis les entrants, effectivement. J'ai 3 projets là qui vont rentrer, on est là-dessus, et puis
Puis en fait, ça t'avances petit à petit. Je crois beaucoup à l'autofinancement. Tu finances ton projet par le projet, en fait. Enfin, tu rends des honoraires qui payent quelqu'un qui va faire le projet. C'est important d'avoir toujours une logique de un projet, il n'est pas payé par le projet d'à côté. Donc en fait, tu peux fonctionner assez rapidement au projet, surtout avec des gens indépendants, où là, c'est encore plus facile. Ouais. C'est vrai que le CDI, ça peut faire peur... Pour ça, c'est que c'est une charge fixe un peu. Ça devient un truc, si tu n'as plus de projet, tu peux te mettre en difficulté. Donc, il faut un petit rythme de croisière, ça je le comprends, financier, pour commencer à embaucher. Mais avec des indépendants, c'est très facile de se dire, j'ai rentré ce projet, j'ai X milliers d'euros d'honoraires, bon, bah, je peux en déléguer une partie à quelqu'un qui va me coûter tant et c'est cadré. Même si il y a souvent des enfin, on est toujours un peu sur le même nombre de projets, donc en fait... même si on pense que c'est souple, les indépendants, finalement, on les garde tout. Enfin, c'est un peu, la même chose, quoi. Mais c'est plutôt leur engagement qui est moins envie d'être complètement à 100% vers nous ou des choses comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que tu as quand même une logique de long terme avec les freelances, qui est la même qu'avec un. Oui. Bien sûr. Finalement, comme dans tout partenariat, une entreprise générale avec laquelle tu commences à faire ton premier chantier, c'est pas pour arrêter. Parce qu'un chantier avec une nouvelle entreprise, tu découvres. Donc tu perds du temps, tu as des quiproquos. C'est plutôt philosophique en fait, parce que c'est ça. C'est drôle parce que pendant justement ces entretiens, à chaque fois on leur demande mais vous voulez pas être salarié à Nofri ? Et à chaque fois, ils disent non et ils nous disent leur raison. Donc en fait, c'est aussi culturel. En fait, je pense que le CDI, c'est pas que les patrons qui veulent pas. En fait, c'est aussi les salariés qui veulent pas être en CDI parce qu'en fait, ils se disent non, mais en fait, moi, j'ai pas envie de passer toute ma vie à Paris. Donc en fait, ils ont déjà une projection. Puis en fait, après, peut-être que ça change. Ils n'ont pas encore d'enfants. Donc en fait, c'est aussi quelque chose qui plaît aux jeunes qui sortent d'études et qui ne demandent plus forcément un CD. Enfin, je trouve que c'est une tendance un peu bloquée. De facturer d'autres clients, de partir. De se dire, tiens, là, moi, vendredi, j'ai envie de bouger parce que raison X, voilà, c'est une autre façon de voir les choses et on n'est plus comme avant où c'est bureautique. Enfin, voilà, puis nous, ça nous impose un relationnel que je trouve assez sympa. Tu as un relationnel d'équipe, de rapport de... En fait, j'ai pas à te dire à quelle heure tu arrives, où tu travailles et quand tu pars tu gères ta vie. Moi, j'attends en tant que client que tu respectes le projet que je te confie. Et j'aime bien parce que ça responsabilise énormément, en fait. Et nous, on a toute une équipe d'indépendants qui ont un sens des responsabilités qui est juste pépite. Enfin, ce sont toutes des petites chefs d'entreprise. Et après, parce que nous aussi, on est très rigoureux dans nos relations avec eux. On n'a aucun lien hiérarchique avec nos indépendants. C'est vraiment important pour nous. Mais du coup, ça crée une relation hyper pro et hyper responsabilisante. Donc ça, c'est... Et oui, c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'un patron, ça peut avoir un peu tous les pouvoirs, mais du coup, ça nous force, comme tu dis, à être un peu plus pro et plus équilibré, je pense, parce qu'on parle à des petits patrons aussi, quoi. Donc, c'est ça. C'est autre chose. Plus conscience aussi de l'enjeu derrière. Aussi, parce que oui, se mettre dans notre peau. C'est ça. Et nos clients sont leurs clients aussi. Et donc, non, c'est... Et c'est vrai, alors... Je trouve quand on s'intéresse à ce métier et qu'on veut se lancer, et en plus quand on veut lancer son agence, tout ce qui est chiffre d'affaires, comment gagner sa vie, c'est hyper tabou et hyper flou. Et vous, les premières années, en termes de chiffre d'affaires, vous tourniez autour de combien à peu près 100 000, 200 000, première année, deuxième année. Donc première année, 100 000, c'était très court. 200 000, puis doublé. Aujourd'hui, presque 2 millions. Aucun tabou. C'est public. De toute façon, c'est ce que j'allais dire, c'est public. Voilà, zéro stress avec ça. Voilà. Ok. Ah oui. Ouais, parce que c'est vrai que je trouve quand on se lance, moi la première, quand on sort d'école, c'est ce que tu disais, en fait, on nous apprend pas du tout. Non. Et c'est un flou complet. En termes de statut de l'entreprise, souvent on va se lancer en EI, mais après tu as le plafond, et puis inconsciemment tu te mets ce plafond de mais il faut pas que je le dépasse, si je dépasse, il faut que je change de statut. C'est compliqué parce que la France propose toute une myriade d'aides, rien que de formation, la chambre de commerce, la chambre d'artisanat. Donc il faut en profiter, on sait jamais tellement à quelle porte il faut aller taper.
Et c'est vrai qu'après, dans les écoles, il n'y a pas tellement ces formations-là. Parce qu'après, on met en effet le doigt dans un truc qui est hyper large, en fait. Tu peux travailler en indépendant, en société. Il y a plein d'aspects juridiques, fiscaux qui viennent se télescoper. Donc, le but n'est pas de doublonner les études d'archi d'une école de commerce, quoi. Enfin, c'est compliqué, je pense, de faire la part des choses pour les écoles et d'arrêter le curseur. Donc, il ne faut pas hésiter à taper à la porte des chambres de commerce qui ont vraiment de la ressource pour aider, pour accompagner. Il y a plein de salons, il y a plein de choses comme ça. La France regorge de gens qui peuvent aider à se renseigner. Ouais, souvent, c'est par méconnaissance. Ouais. Savoir se renseigner. Et le plus dur, c'est aussi savoir... imaginer combien on estime notre prestation aussi. C'est ce que j'allais vous demander. C'est surtout ça qui est un petit peu dur, et c'est là où... Comment vous avez su... En archi, il y a quand même un truc assez facile, c'est que en général, la rémunération de l'architecte est proportionnelle au prix du projet, quand même. Donc, alors évidemment, tout ça, c'est dans la limite que le projet est suffisamment gros, parce que si c'est un tout petit projet, il faut surtout décorréler les honoraires du prix du projet, parce que sur un micro-projet où tu vas aller chercher plein d'économies parce que le client il a pas le budget, mais tu as envie de faire un truc, tu peux faire un truc très beau, pas très cher, mais c'est énergivore, et donc si tu calcules ta rémunération sur ça, en fait, ça marche pas. Donc donc pour toi, imagine, quelqu'un te dit projet vaut mieux être au forfait, c'est ça? Bien sûr, ou alors ton pourcentage il va représenter quasiment 100% du prix des travaux. Tu vois. Donc c'est pas tellement entendable, et en même temps ça les vaut, parce que tu dis à quelqu'un, je vais te faire un truc qui va être vachement beau, vachement photogénique. Par contre, plutôt que de te faire un panotage bois, là, ça va être plutôt un contraste de couleurs. Voilà, je vais jouer sur des matières, mais c'est beaucoup de réflexion intellectuelle. Mais derrière, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent à dépenser, donc pas d'honoraires. Donc oui, il faut décorréler les deux. Après, dans nos projets qu'on réalise nous, on fait que de la rénovation complète. Déjà, c'est notre critère. Il faut refaire l'appartement ou la maison de A à Z. Donc, tu es tout de suite dans une enveloppe de budget de travaux qui est conséquente. Et puis, comme on travaille sur des restaurations plutôt patrimoniales, du staff, des éclairages très chiadés, de l'agencement, etc., tout de suite, on est sur des budgets où on sait que notre pourcentage va nous rémunérer. Donc, c'est ce que j'allais vous demander. Mais il y a un plancher, quoi. Le pourcentage, il couvre quand même, parce que c'est ça aussi. Des fois, on a peur un peu de se dire ok, j'ai facturé 12% ou peu importe. Et après, tu te rends compte au bout d'un moment que tu bosses plus que les honoraires que tu as pris. Tu as des projets d'apprentissage. Ça, et encore, on en vit encore. On a encore des projets pas rentables. C'est normal. En fait, tu vas chez Dassault, ils ont encore des projets où ils gagnent pas d'argent. C'est toute entreprise, mais pour moi, c'est pas grave, parce que si c'est un projet où tu as appris, faut faut pas qu'il y en ait trop. Faut pas qu'il y en ait trop. et puis c'est mieux. Non, mais et puis en fait, ça nous sert effectivement. On voit où on a pêché, voilà. Mais on apprend. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu t'es payé ta formation, quoi. C'est vrai. En fait, nous, depuis 12 ans, 13 ans, chaque année, on a fait le projet mieux que l'année précédente, qui nous a fait avoir un client mieux que l'année d'avant. Enfin, tu vois. Et un projet où on a mal géré. Et voilà. Mais bon, ça ne veut pas dire que le projet était loupé, c'est plus qu'on avait moins gagné dessus, quoi. Et en fait, des fois, on gagne moins d'argent parce que aussi, on s'est aventuré dans un truc où tiens, on connaissait pas. Et là, j'ai un projet très précis en tête. Mais non. Et vous avez des critères de rentabilité quand vous avez un client où, voilà, vous avez des red flags, ou alors vous savez que vous allez être rentable ou pas c'est un peu comment on choisit un client, ou comment comment tu détermines tes honoraires pour qu'ils soient, pour que tu sois rentable? Alors, je vais rentrer dans la... On est très juste. Vas-y, c'est toi qui fais ça. J'y vais. Oui. Déjà, on a Sophie à l'agence qui est vraiment à l'origine de chaque projet. Le client va avoir Sophie au téléphone. Sophie va lui expliquer comment on travaille, et elle va surtout l'écouter pour comprendre dans quelle démarche il s'inscrit. Est-ce qu'il veut refaire tout l'appartement? Est-ce qu'il s'accorde le délai suffisant pour faire le projet? Donc ça, c'est un premier élément qui fait que, en général, les projets qu'on rentre à l'agence, on sait que le client, il a la tête sur les épaules, il a les pieds sur terre, et il sait qu'il s'est donné les moyens, en temps et en argent, pour aller faire son projet. Donc ça, c'est un premier truc. Donc, c'est de vérifier ça. Et après, on vend toujours une mission d'esquisse
qu'on déconnecte de la maîtrise d'œuvre. C'est un forfait d'honoraires dans lequel on va aboutir au plan idéal d'aménagement. Donc ça, c'est pas mal d'itérations avec le client pour avoir le concept d'aménagement quasiment définitif, sur lequel on fait un budget hyper précis, dans lequel on va détailler tous les corps d'état, se mettre des provisions pour toutes les fournitures. Donc on aboutit quand même à un budget final bien travaillé. Et c'est comme on va travailler le plan avec nos clients, on travaille aussi le budget. C'est pas tiens, il y en a pour tant et tu dis oui, tu dis non. Dans ton chiffrage, j'ai prévu de refaire tout le chauffage. Est-ce que oui, on fait ou est-ce qu'on fait pas? Tous les parquets, oui ou non? Tel type de peinture, oui ou non? J'ai mis tel budget pour les éclairages, tel prix au mètre carré pour l'éclairage. Donc en fait, le client, comme il va paramétrer sa voiture avec les options sur un site internet, on a un outil qui leur permet de configurer le projet pour arriver dans le budget final cible qui se sont donnés. Et je parlais d'engagement tout à l'heure. Le plan, le budget, on le met dans le contrat de maîtrise d'œuvre. Okay. Et c'est des documents annexes hyper importants qui vont nous servir de base à toutes les étapes suivantes. Et qu'on signe avec le client à la fin de l'esquisse. Donc, et c'est à ce moment-là que nous, on est capable, du coup, de jauger de nos honoraires. D'accord, ok. Si dans le projet, il y a demande en AG, demande en mairie, il y a 12 murs porteurs, qui a un niveau de détail de menuiserie sur mesure pointu de chez pointu qui va nous faire passer des centaines d'heures, le taux il va avoir tendance à être un peu plus élevé que si le projet il est facile, etc. À l'inverse, si le client te dit je veux réduire le budget un maximum, donc le ratio de budget il est très faible, je peux pas avoir un taux faible aussi. Le taux, il va forcément être un petit peu plus élevé parce que je vais passer plus de temps pour faire un truc moins cher. Donc, il faut que je puisse me récupérer. Et en fait, les clients sont tout à fait capables d'entendre ce discours-là. C'est une discussion qu'on a avec eux. Voilà, j'étais honnête. Comme une discussion sur notre plan. C'est rigolo. Quand on fait une esquisse, on a aussi bien des rendez-vous créa avec moi. Donc, c'est-à-dire... On rêve, on voit le plan, on fait l'ergonomie, on réfléchit à leur famille, on réfléchit un peu à tout ça. Donc, c'est plusieurs réunions. Et de cette réunion, de ce plan idéal et ces 3D idéal, hop, c'est parti en chiffrage. Et là, c'est pas plus vers François. Et François passe aussi des réunions à dire, Véro, elle vous a mis du marbre ici, de ceci, cela. Et ça va vous coûter autant, vous êtes OK? Ou alors on change de revêtement et on est moins cher. Et donc, en fait, vraiment, au démarrage de tous nos projets, on est assez réaliste. On dit, ça, vous l'avez fait, vous l'avez chiffré autant. Vous voulez plus, vous voulez moins, on l'adapte. Et une fois qu'on a signé ce papier, là, on est parti. Et nous, quand on part en showroom, quand on part on appelle ça APD, quand on part chercher des matériaux, des choses comme ça, on a notre liste de courses. C'est-à-dire que on sait que là-dessus, on peut s'éclater un petit peu. Là, il faut être malin, intelligent, parce qu'on est un petit peu moins. Et puis là, on sait que ça, c'est le gros focus, c'est la big picture. Il faut vraiment que là, ça soit très réussi. Donc, on essaie de vraiment travailler sur des priorités, aussi bien esthétiques que financières. Et comme on disait au début, il faut vraiment qu'à la fin, le client puisse s'y retrouver sur le côté aussi beau que aussi dans le budget. Et après, s'il décide de craquer, parce qu'au showroom de sanitaire, il a vu la baignoire de ses rêves et qu'elle vaut 2 fois ce que j'avais chiffré. C'est sa responsabilité. Ok, tu vois. Mais il le fait pas. On met pas au pied du mur au moment des devis en disant puis c'est ça sur chaque ligne. Je t'avais pas prévenu, machin. Et c'est quand même souvent quelque chose où on nous reconnaît que c'est une de nos qualités, c'est d'avoir assez prévenu, de l'enveloppe en tout cas. Parce qu'en fait, votre phase, l'esquisse que vous vendez au forfait. En fait, c'est vraiment le projet fini, dans les moindres détails. C'est le concept, après, il y a tout à faire. Non, il y a tout à faire. Non, après, en fait, c'est vraiment... C'est la ligne rouge. C'est-à-dire, c'est notre base. Par contre, c'est notre engagement, et le client et nous, de se dire, ça, on doit le tenir. Et maintenant, on doit concrétiser, après, dans la deuxième phase, qui est la PDDCE, on doit vraiment retrouver tous les matériaux. Enfin, on doit tout créer, là, vraiment dessiner. C'est vrai qu'en esquisse, on dessine pas tout. Mais on se dit, tiens, si on avait imaginé ça, ça c'est vraiment le tableau fort, donc il y aura ça. François, quand il le chiffre, il essaie de mettre une réalité en face. Il y a une discussion vachement intéressante avec les chefs de projet et moi quand je chiffre l'esquisse. Le fond de vue 3D, je vois des moulures, je vois une couleur, une matière.
T'as fait quoi? T'as mis des cimaises murales qu'on peint ou c'est carrément un panotage en plaqué? C'est pas du tout le même budget. Ta peinture, elle est un peu bizarre. T'as mis une peinture à la chaux ou t'as mis une peinture... Là, les éclairages, on voit rien. C'est quoi? C'est des microspots staffés. C'est pas le même budget que... Tu vois, donc, c'est une discussion. Et après, on rentre dans un peu la finesse de notre métier et la discussion entre le commercial et l'ingénieur, quoi. Et puis après aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on parle trop chiffres non plus, parce qu'on est quand même là pour faire rêver. Et c'est vrai que la plupart du temps aussi, dans notre première approche, on essaie d'accompagner les clients en disant, voilà, j'ai l'impression que vous pouvez tendre sur telle qualité de choses. Si vous aimez bien ce type de photos, je peux vous les décoder. Il y a ça qui fait que ça vous plaît. Donc du coup, on va essayer de vous mettre ça dans le projet. On essaie de décoder aussi sans être trop non plus terre à terre. Mais voilà, mais on en a un peu conscience. En fait, on essaie de donner que tous ces rêves soient aussi réalisables. En fait, d'accord, mais on essaie toute cette magie de photos, d'inspiration ou de choses comme ça. On sache les décoder et leur expliquer. Donc, tu as déjà quand même ton concept architectural, il est clair dans ta tête, tu sais où tu vas, vers quel matériau tu vas. Enfin, après, c'est plus du détail, quelle peinture on ça choisit, prend quand etc., même... C'est vraiment la bonne direction. C'est vrai que c'est assez... On a les photos finales quasiment quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, il faut les réaliser. Mais, et des fois, ça change parce qu'en fait, on se plaît à aimer une autre couleur ou un marbre qu'on a décidé ou un plaquage différent, etc. D'accord. Donc, la finalité peut changer, s'adapter légèrement. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse projection au niveau de l'esquisse. Mais comment tu gères du coup quand ça change à ce moment-là Là, tu le vends au client, c'est ça? Ça se débat. C'est assez clair au final, parce que tu as ton budget initial, tu compares tes offres. J'aligne en général le budget et les offres qu'on reçoit des entreprises, et donc tu vois très bien ce qui a bougé en fait. C'est assez marrant. Là, vous vous souvenez, on a ajouté la clim. Ah oui, c'est vrai. Bon, voilà, c'est en plus. Ou je parle de la clim, mais là, la pierre que vous avez choisie, voilà, vous vous souvenez bien qu'on était, on était en carrière et puis vous avez craqué sur une planche qui vaut 10 fois le prix au mètre carré que j'avais moi imaginé. Mais ça, Véro, elle a quand même, malgré tout, une vraie vision économique des projets. Tu sais quand même assez bien. Non, mais c'est sûr. Et là, j'ai l'impression qu'on rentre trop dans le détail, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on met une clim, effectivement, on va à la travailler. On va pas juste mettre une clim. C'est-à-dire que où on met les fentes, quelle taille, où c'est discret. Est-ce qu'on met il y a plein de choses sous-jacentes aussi, parce qu'une clim ça peut faire du bruit, donc en fait ça peut pas faire le chauffage, pas que, ça peut, il y a plein de choses à réfléchir et qu'on va donner aussi, voilà, qu'on va expliquer et là t'es pas en esquisse, là t'es vraiment dans le cœur du réacteur. Exactement, là c'est l'esquisse, c'est des belles photos, mais la réalisation derrière demande à peu près 10 fois plus de lignes pour chaque ligne en fait. Tu vois, moi dans mon esquisse j'ai une ligne pour chiffrer les cloisons. Quand tu es à la fin, tu as 10 ou 15 ou 20 lignes qui vont décrire tous les cloisonnements. Donc, la phase de détail, ce qu'on dit souvent, c'est le cœur du réacteur et c'est quand même le nerf de la guerre. Et c'est vrai que moi, mon application sur tous les projets, parce que c'est ce qu'on disait aussi, je donne beaucoup les directions artistiques de chaque projet, ou l'ergonomie, etc. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore. C'est là où on va dessiner le détail. Donc, c'est-à-dire que c'est sur ces fentes de clim, c'est sur comment ça va fonctionner l'agencement, parce qu'effectivement, c'est pas le tout de mettre une série de placards, comment ils vont être finis à l'intérieur, comment ils s'éclairent. Il faut surtout pas voir le LED. Enfin, il y a plein de petits trucs techniques qui sont assez invisibles sur les photos, mais qui sont à l'usage client et à l'usage même esthétique à travailler, quoi. D'accord. Et justement, après l'organisation, on y reviendra. Mais du coup, toi, au niveau artistique, est-ce que pour toi, c'est une grosse contrainte, l'aspect budgétaire, ou non, tu arrives quand même à... Ça devient un jeu. Ouais, ok. Non, c'est... Parce qu'en fait, même moi, quand je fais des projets pour moi, j'ai ma réalité de cliente, en fait. Et je sais très bien que... mes clients, ils ont une enveloppe d'argent et ce qui serait bien, c'est de rester là-dedans. Donc non, c'est un jeu de vraiment se dire, tiens, on va essayer d'être malin, on va essayer de faire un truc, on va essayer de dire, attends, quand on rentre dans la pièce, qu'est-ce qu'on regarde en premier, et on va mettre le focus là-dessus et moins sur autre chose.
ou c'est ça qui est intéressant et qui fait aussi que le métier change tout le temps. Donc, et nos clients n'ont pas forcément les mêmes goûts et on n'a pas les mêmes choses. Enfin voilà, c'est toujours quelque chose de nouveau et c'est ça qui est, qui est génial, c'est qu'on ne s'ennuie jamais, quoi, franchement. Et puis on est tellement fan de nos nouveaux détails qui font que ça ne se voit pas ou des choses comme ça. Et voilà, avec l'équipe, on essaie toujours d'en trouver des nouveaux et on s'inspire de partout. C'est vrai que dans la nature, dans des projets, dans les photos de magazines, dans tout ça, je trouve qu'il y a une richesse, il y a une intelligence en fait parce qu'en fait on a tous une cuisine, une chambre, un salon, mais finalement il y a plein de choses différentes, comment les interpréter, etc. C'est génial, c'est un puissant fond de ressources et de nouvelles idées, quoi. Donc, la contrainte finalement te rend créatif. Franchement, c'est important, je pense. Et puis en fait, c'est ce qui fait aussi des fois des départs, c'est-à-dire que c'est comme on disait quand on était à l'école, en fait, des fois quand on n'a pas de contraintes, on a l'impression qu'on se noie, qu'on ne sait pas quoi faire, etc. Et avoir des contraintes, ça met des départs et ça nous aide à construire, quoi. Et justement, comment vous fonctionnez dans l'agence ? Vous avez un regard sur tous vos projets ou d'accord. Et du coup, comment ça se passe le fait qu'on ait des chefs de projet très expérimentés fait que elles peuvent vraiment suivre d'un projet de A à Z. Et on est vraiment là, nous, en support, moi, sur le côté artistique. Donc, en fait, c'est vrai qu'on aime bien travailler à deux. Puis, en plus, c'est génial aussi de pouvoir ressortir, de parler d'un projet. Parce que des fois, on se sent un peu toute seule trop longtemps. Parce que les projets, au niveau de nos échecs, soit 1 an ou 2 ans, on peut aussi pas s'en sortir. Donc, en fait, voilà... moi, je travaille avec l'Archi sur la créativité, sur les matières, sur les astuces, qu'on disait qui font finalement des beaux détails et on en est fiers, etc. Et puis François, sur tout ce qui est plutôt planification, budget, orga, voilà. Et donc l'Archi et les clients savent très bien qui venir voir au moment. Et puis, en fait, ça sert aussi parce qu'en fait, dans 1 an ou 2, il y a beaucoup d'aléas. Il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des grossesses, il peut y avoir des vacances. Et donc, en fait, si on est toute seule à tenir un projet, ça ne marche pas. Ouais. Donc, en fait, le fait d'avoir un roulement, finalement, le projet, il ne s'éteint jamais. Il y a toujours quelqu'un qui est là, qui connaît l'info, qui va pouvoir dépatouiller, qui va pouvoir faire avancer le projet. Et il n'y a jamais de vraie rupture. Donc, c'est même rassurant pour nous tous, même pour le client, de savoir qu'il n'y a pas un chef de projet qui sait tout, on est plusieurs. Et en plus, dans notre façon de faire, on a une méthodologie qui fait que sur tous nos projets, on travaille exactement pareil. Et donc, on peut aussi switcher, c'est-à-dire si jamais effectivement, il y a une grossesse, hop, ça va se faire de façon naturelle, S'il faut que quelqu'un vienne donner du support, c'est assez rapide de retrouver très vite ses marques. On est bien équipé sur le réseau, travail à distance, les bibliothèques, les dossiers. On fait des séminaires où on essaye de bien lisser toutes les bonnes pratiques et toutes les méthodes de l'agence, ce qui fait que chacun peut avoir quand même, dans nos chefs de projet, on reconnaît quand même des vrais profils. Tu as des profils qui vont être très dans le détail, etc. Et parfois, le revers de la médaille, c'est de ne pas savoir s'arrêter. Et tu as des profils qui sont des machines ça va super vite. Et parfois, ça va un peu trop vite. Et on a des profils un peu différents. Et ça, c'est bien parce que du coup, elles peuvent s'exprimer par leur profil, justement, leur caractère, leur créa et donner leur patte au projet, mais tout ça dans un cadre qui est normalisé. Donc en fait, tu récupères le projet d'une archi qui n'a pas le même profil que toi, t'es pas perdu. Non, et puis les projets, ça reste du coup des vrais projets de l'agence, parce que c'est-à-dire que si un client vient à l'agence Véronique Cotterell, il aura projet agence Véronique Cotterell, il n'aura pas un projet qui dénote, parce que du coup, on a tous, on enveloppe tout ça, quoi. Parce que c'est ce que j'allais vous demander. Comment vous faites pour garder l'ADN de l'agence, donc notamment toi, ta signature, ton style
je pense que c'est ce dialogue. Et puis en fait, c'est effectivement, il y a ma patte, mais il y a aussi celle de l'équipe en fait, qui ressort. Donc je trouve ça beau aussi en fait. Et on se partage toutes nos inspi. Enfin, ça reste bouillonnant, ça reste. On continue à parler. Là, c'est ton humilité qui parle parce que en fait, Véro, elle se noie complètement dans la vie de ses clients. Enfin, tu vois, et elle s'immerge dans chacun de ses projets. Elle les connaît, le lieu, le client, les habitudes. Alors, c'est sûr que l'orga, elle aide parce que il y a un support, il y a tous les outils pour qu'elle puisse s'exprimer, mais il y a cette générosité que Véro elle a sur chacun des projets. Elle va pas tolérer que ça pouvait être mieux et puis je l'ai pas dit quoi. Donc t'es très présente quand même. Complètement. D'accord. Mais ça se passe bien. Enfin, et jusqu'à la réception. Mais... Le jour de la réception, si jamais elle se dit putain, non mais elle va faire changer. D'accord. Après, faut que je me calme aussi des fois, parce que des fois c'est plus le moment. Mais, faut savoir mais c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est vrai que quand on a un peu de recul, des fois il y a des choses qui sortent un peu plus facilement en disant non en fait ça devait être une bonne idée sur le papier, mais en réalité il faut avoir le courage de le changer, de se dire bon allez on n'a pas une solution là pour effacer le truc. Et donc oui, non, c'est vrai que je suis présente, mais bien entourée. Et en fait, le fait aussi d'être pas complètement connectée à dessiner tous les projets me permet d'avoir un peu de temps aussi pour aller voir les artisans. Parce qu'en fait, plus on monte en gamme, plus on monte dans cet univers de l'architecture intérieure, plus on se rend compte que tous les détails sont super et prétextent à avoir une identité. Ça peut être de la simple plainte à la moulure, à un revêtement, un capinage de spot, etc. Donc en fait, il faut aussi avoir le temps et être curieuse d'aller voir des artisans, d'autres choses. Et donc en fait, c'est vrai que quand on est dans des projets, des fois, on n'a pas tout ça. Donc c'est ce qui permet aussi de ramener de la fraîcheur. Et le fait aussi que je vois plus de projets que mes archives, parce que ça dure longtemps, et ben voilà, on se partage les bons tuyaux en fait, et donc on se nourrit de tout ça, et c'est vrai que ça fait ça bouillonne. Un truc qui décrit assez bien la place de Véro à l'agence, c'est qu'elle n'a pas de bureau. Ouais. Ah ouais. Vrai, on l'appelle le goal volant. Elle passe de poste en poste, et en fait les fichiers sont ouverts et elle vient à côté et ou alors mes bureaux c'est les showrooms ou les choses comme ça, et donc en fait, mais c'est vrai que j'ai pas de bureau. Alors des fois il faut quand même que j'ai mon espace parce que sinon ça va pas, mais c'est vrai que là où je suis bonne, c'est d'aller voir les archives, me dire bah alors là on en est où, là je fais un point avec toi, on va travailler tel sujet, et voilà, je vais au projet, et ça permet d'être dynamique en fait, du coup aussi. C'est vrai que je suis obligée d'aller voir tout le monde. Ah ouais. Parce que et sinon donc, ça marche pas. Et si demain je suis cliente, je viens vous voir, j'ai un 300 mètres carrés à refaire, j'ai un budget incroyable. Comment ça se passe du coup en fait Donc je m'entretiens avec toi et tu me fais un brief client. Non, d'accord. Non, je m'entretiens avec Sophie. Sophie, le first, budget. Voilà. Donc Sophie, pour que donc t'as un pas 300 mètres carrés, Paris, rénovation, machin, ça coche les cases des projets qu'on peut prendre. Et du coup, c'est moi que tu vas rencontrer. D'accord. Sur place. Ok. Je ne suis pas que finance. En fait, mine de rien, j'aime bien. Et souvent, le premier rendez-vous avec moi, il est quand même assez important. J'ai un regard sur l'ergo, sur la technique, sur le budget. J'ai un regard un peu transversal qui permet aux clients d'avoir confiance en l'agence. Parce que c'est quand même avant tout un rendez-vous commercial. C'est un rendez-vous gratuit où je me déplace et puis je vends l'agence, entre guillemets. Si je demandais à Véro de faire ces rendez-vous-là, elle passerait trop de temps à le faire et pas assez de temps dans les projets. Donc c'est vraiment important que ce soit moi qui les fasse. Mais c'est vrai qu'au début, je le faisais. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, je travaille quand ? Donc ça marchait pas. C'est mon rôle de faire ça. C'est vrai qu'on a découpé un peu nos rôles, nos postes,
pour optimiser un peu Et donc le client m'explique son cahier des charges, je le reformule dans le contrat d'esquisse, le fameux contrat d'esquisse, dans lequel il y a déjà un bout de cahier des charges quand même déjà bien expliqué. Ah oui, donc c'est toi qui as les premières infos, les besoins. Ensuite, on fait un relevé, donc on a un super scanner 3D, Leica, un truc de dingue qui nous permet de faire des maquettes 3D des apparts, donc ça c'est systématique. On fait une maquette 3D. On part l'esquisse, c'est un truc de fou. Enfin, on part sur une base juste qui permet derrière de dérouler le projet jusqu'à la fin. Et là, il y a un call qu'on appelle le call cahier des charges. Alors, c'est souvent un call parce que c'est plus fluide, mais le chef ou la chef de projet, en l'occurrence, a un échange avec le client et les clients, souvent Véro aussi, sur vos habitudes de vie, les enfants, est-ce qu'il y en aura d'autres, est-ce que vous faites du télétravail, à quelle fréquence, comment, enfin, mangez plutôt au resto, vous cuisinez, enfin, toutes ces questions qui vont faire qu'on va être capable de comprendre suffisamment de ce qu'on doit donner dans le projet, et puis pas trop non plus, parce qu'il faut qu'on puisse avoir, que les archis et la créativité. Donc, on ne veut pas non plus voir les photos de là où ils vivent actuellement. Il faut trouver le bon curseur. Et là, il va y avoir 3-4 semaines à l'agence de travail avec Véro, la chef de projet, parfois, et même tout le temps, les autres chefs de projet regardent pendant l'esquisse, c'est quoi les options de plan, etc. Et puis après, il y a ce gros rendez-vous de présentation de l'esquisse qui dure entre 2 et 4 heures et qui est vraiment le rendez-vous hyper important où les clients vont pouvoir redire s'ils ont oublié des infos dans leur cahier des charges. Souvent, en faisant le chemin de l'appartement, ils te disent « Ah, j'ai pas pensé à vous dire ça, mais moi, dans la buanderie, il me faut tel truc. » Enfin, voilà. C'est un entonnoir qui se précise tout au long du projet. Mais c'est vrai que Alors, il y a peut-être d'autres archis qui sont comme ça, mais en tout cas, nous, on aime bien aussi d'être très ergonomique, de bien coller en fait au cahier des charges et à la vie des clients. Parce qu'en fait, je pars vraiment du principe qu'un appartement bien conçu, c'est un appartement qui sera bien rangé, qui ne sera pas abîmé et qui sera agréable. Et après, on va y mettre des choses, pas des choses qui brillent, mais des choses qui nous font plaisir, des belles choses. Enfin, on va, nous, en tant qu'architectes, le rendre spécial et le rendre canon. Mais d'abord, il faut partir sur l'ergonomie. Si on n'a pas ça, c'est possible qu'il y ait un coup de Trafalgar et ils disent bah non, en fait, ça ne marche pas. Et là, il faut tout recommencer. Donc, c'est vraiment une base. Et en plus, moi, j'adore ça. Donc, voilà. C'est vraiment. En tout cas, ce rendez-vous d'esquisse, le plan, les Véro qui vues. le lead. Ça, c'est vraiment ma partie, quoi, effectivement. Et c'est là-dessus où on construit aussi après les grands tableaux qu'on appelle. Et du coup, c'est quoi votre signature Alors, qui vraiment démarque votre agence Alors moi, je dirais que j'en ai pas vraiment, parce qu'à chaque fois, je dis que j'écoute mes clients. Donc, j'ai envie de rentrer un peu dans leur univers parce que j'aime bien que ça change et tout. Et en même temps, on me dit, non, on reconnaît un projet de l'agence. Donc, si du coup, je m'analyse un peu plus, un projet de l'agence, ça serait un projet qui est assez discret. C'est-à-dire que c'est un projet où on va redonner... On va déjà regarder aussi le lieu, parce qu'on travaille beaucoup à Paris. On a des vues, on a des belles fenêtres, on a des belles hauteurs, des beaux parquets, on a du patrimoine, quelque chose qu'il faut vraiment qu'on se rende compte. Il n'y en a pas partout, en fait. À Paris, ça paraît simple, mais en fait, même en France, tout le monde a sa caractéristique. Et donc, du coup, voilà, déjà, regarder ce qu'on a, les belles choses, et redonner vie, enfin au moins faire comme si on n'y avait pas touché ou comme si on les améliorés. Donc c'est vrai qu'on on essaye d'être un petit peu classique quand même et redonner un peu le beau tout en changeant complètement l'appartement. Et donc ça, et je pense que on peut dire qu'il y a un côté un peu facile à vivre, un peu chic, parisien. Moi, je dirais intemporel aussi. Intemporel, c'est difficile de distinguer le style de la mode. C'est pas la même chose. Mais pour le coup, je pense pas qu'on essaie. Alors évidemment, il y a des choses à la mode et c'est normal. On va toujours être dans une espèce de tendance. Mais je pense qu'on l'est plus ou moins fortement dans son époque. Véro, elle est dans une époque qui est sur un assez long terme, je trouve. Parce que, ce qui me fait dire ça, parce que moi je suis pas le créa de l'agence, mais du coup je parle avec un peu l'admiration de la créativité que je vois de nos équipes et de Véro,
c'est que tu retournes dans un appartement qu'on a refait il y a 10 ans, tu te dis putain, Toujours aussi beau. ça n'a juste pas vieilli, quoi. C'est cool parce que, en effet, c'était ergonomique, donc en fait, tout est à sa place, c'est hyper bien rangé, c'est hyper bien entretenu, c'est nickel. Et puis en fait, tu t'y projettes encore 10 ans devant sans aucune difficulté. T'as le lieu qui a été respecté. En effet, l'usage a été complètement modernisé, mais dans une coque qui date d'il y a un siècle et qui va encore endurer au moins autant sans aucun problème. C'est vrai que j'aime bien le côté un peu patrimoine, c'est-à-dire que voilà, on a des belles pierres, essayer d'utiliser nos artisans aussi. On a aussi un savoir-faire en France incroyable, donc redonner un peu de tout ça. Et donc du coup, c'est vrai que ça va donner un côté intemporel en fait. Et alors, des fois, effectivement, il y aura des petites choses qui sont plus mode, mais qu'il faut faire. Mais qu'on nous demande, qu'on a envie, nous aussi, de faire, etc., d'expérimenter, mais dans un grand cadre quand même un peu plus... Il y a des grands poncifs quand même dans l'architecture, sur les calpinages de parquet, et qui sont sympas, en fait, ils sont pas là pour rien. Je sais plus ce que je revoyais... Alors c'est drôle, parce que c'est beau, mais ça se voit pas. On réfléchit, quoi. Il y a des trucs qui aujourd'hui sont très tendance, mais qui en fait étaient sous l'Antiquité, déjà, tu avais ces plaintes qui se retournent, hyper stylées, en coupe d'ongles et machin. On les a pas inventés aujourd'hui, on aime bien les revoir aujourd'hui, mais ça a toujours été là. Et en fait, c'est pas du tout galvaudé de dire que en France et à Paris, on a des artisans machin. Alors, on entend tout le temps ça. Et donc, on ouvre un bureau à New York. C'est un projet qu'on a depuis 1 an et qui prend un peu d'ampleur et c'est génial. Et du coup, on y va. Et en fait, c'est hallucinant de voir les étoiles dans les yeux qu'ils ont en parlant de la France. Franchement, je le mesurais pas du tout. Puis on a beaucoup de clients étrangers en ce moment aussi. Et en fait, c'est vrai qu'eux aussi, ils nous disent, mais vous avez trop de la chance, on se balade, tout est beau. Enfin, voilà, donc c'est aussi notre rôle de se dire, bah oui, c'est vrai, donc du coup, on va pas tout casser, on va pas l'oublier. On va pas l'oublier, on va le remettre, on va le réparer, on va l'améliorer, on va l'adapter au goût du jour, mais on va pas faire un reset. Et dans le look et dans la technique. Moi, il y a un matériau que j'adore, c'est le staff. Pour moi, c'est le pain de l'architecture. C'est du plâtre et de la filasse. C'est hyper écolo, c'est hyper naturel. Ça date, c'est vieux comme le monde. Et en fait, on l'a pas inventé. Il faut juste continuer à bien l'utiliser pour faire des cloisons courbes, des faux plafonds ou des trucs super chiadés, des cheminées, des corniches avec des petits décors et tout. On peut en faire plein de choses et en fait c'est un produit et qu'on maîtrise hyper bien, quoi, nous en France. Et puis le côté aussi, alors ça je sais pas si c'est mais les vrais matériaux, les vraies pierres, le vrai bois, etc. Alors, c'est un peu plus facile maintenant parce qu'on a des clients qui nous suivent aussi dans la prise de conscience de ça et puis aussi financièrement. Mais mettre des beaux matériaux, ça change tout en fait. C'est des matériaux qui restent, qui seront jamais démodés. Une vraie pierre en fait. Puis moi j'essaie de les éduquer aussi en disant mais en fait c'est pas grave s'il y a un peu de tache, c'est de la patine. En fait qu'est-ce qu'on aime on aime les châteaux, on aime les choses où c'est patiné, la peinture un peu abîmée, l'histoire du temps, tout ça on essaie de rééduquer un peu en disant attention, on n'est plus dans un monde des années 70 tout plastique, quoi. Il faut en sortir, il faut transmettre, il faut mettre des matériaux qui vont se patiner, pas plus s'abîmer du coup, se patiner, mais qui vont rester durables. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant ça, et tu sens qu'ils sont réceptifs, parce que ça me fait rire, parce que j'en parlais il y a 2 semaines avec mon mari, où justement on parlait des appartements parisiens, et je disais mais Paris c'est incroyable parce qu'on a de très beaux... on a un beau patrimoine, de beaux parquets, un parquet ancien, c'est hyper beau. Enfin, nous, on avait un appartement... On vit à côté de Bir Hakeim, donc c'était le cliché des appartements parisiens où le parquet, il est abîmé, mais c'est beau. Et lui, il me disait, mais moi, je comprends pas ce goût pour les trucs usés. Et tes clients, du coup, ils sont réceptifs. Alors, du coup, c'est des superfuges, par exemple. On a développé... Enfin, non, pas développé, mais on a... En fait, moi, par exemple, un parquet, quand je remets un parquet, eh ben, il est forcément neuf, mais abîmé. Donc, c'est-à-dire que j'ai un peu de mal, des fois, à mettre un parquet tout simple et tout, parce que je trouve qu'il y a moins de relax, et moins de relief, et moins de... Et puis, ça ne va pas avec le cadre qu'on m'a donné. Donc, en fait,
je travaille beaucoup avec des parquets qui sont brûlés sur les côtés et légèrement abîmés, qui forment une espèce d'ombre. Donc en fait, le parquet est vraiment jointif, mais c'est ce côté un peu abîmé et noirci du côté va lui donner cette patine et ce côté ancien. Donc en fait, on a un parquet où on marche dessus, il fait pas de bruit, etc. Et en même temps, ça ressemble pas à du lino ou à du parquet, parce que c'est vrai que quand le neuf, c'est des fois un peu dur et il faut attendre 50 ans qu'il se dilate, qu'il trouve sa place et qu'il prenne sa patine. Donc des fois, on essaye de pallier avec des matériaux justement qu'on va directement patiner, donc c'est neuf, mais on lui donne un petit charme. C'est des petits détails très subtils, mais finalement, ça fait quand même 10 ans que chaque année, on aboutit un peu mieux cette petite patine qui est hyper subtile, mais finalement, quand même, c'est tout ton sol, quoi. Enfin, des fois, c'est déjà un budget énorme, et puis c'est quand même un truc omniprésent, alors, si hyper tu as un important, appartement magnifique avec des moulures, etc., et puis on lui met un parquet neuf, ça fait mal aux yeux. Hein. C'est comme une poignée en plastique. Non, mais c'est drôle. Mais quand on n'est pas sensible à ça, quand on n'a pas vu, etc., et qu'on n'a pas été éduqué, parce qu'en fait, c'est éduquer aussi. Donc, éduquer, c'est peut-être un grand mot. C'est sensibiliser nos clients en disant, en fait, vous avez l'impression que c'est normal, mais non, c'est pas normal. Une fenêtre peut être ratée si on a une poignée moche en plastique ou si on fait en rénovation alors qu'on perd du clair de vitrage. En fait, ça, c'est notre responsabilité d'architecte d'intérieur de dire attention, il faut soit pas changer, soit se donner ces moyens-là pour ça, ou alors faire une économie ailleurs, mais voilà, il faut expliquer ce qu'ils ont l'habitude de voir dans les magazines, etc., et qu'ils aiment, et la réalité de ce qu'on peut leur proposer. En tout cas, pour répondre à ta question, ils sont sensibles à ce discours. Oui, ils sont sensibles, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas inné. C'est pas inné, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément capté la différence. Tant que tu leur as pas dit. Enfin, pour eux, on change le parquet. C'est pas. Donc voilà, donc c'est à nous de dire, bah non, il faut. Voilà. Je t'enverrai mon mari. Exactement. Je suis encore en formation. C'est bien de séparer les choses. Okay. Et comment vous avez fait, du coup, parce que tu me disais, François, donc première année, deuxième année, vous étiez à 100 000 de chiffre d'affaires, aujourd'hui vous êtes autour de 2 millions. Comment vous avez fait pour faire grossir l'agence ? Beaucoup de com, beaucoup de prospection, ou non, les clients? Alors, on n'a jamais dépensé un euro en Google AdWords, en marketing, etc. Ça s'est fait de façon très naturelle. On a eu la chance d'avoir monté l'agence en 2008. Il y avait encore une place à se faire sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Beaucoup plus compliqué aujourd'hui de se lancer à partir de zéro avec la myriade de comptes qui existent. Donc, on a démarré tôt. On a eu de la chance. Et il y a eu vraiment ce phénomène du projet qui en appelle un autre, toujours un peu plus beau. Le bouche à oreille. Moi, je ne pensais pas que c'était aussi... Mais en fait, on recommande un archi parce qu'en fait, c'est vrai que c'est assez privé. Donc, quand on est content et qu'on a des amis, c'est vrai que c'est les clients qui nous recommandent, en fait. Et puis, en plus, ils savent très bien que ça va marcher parce qu'ils nous connaissent ou parce que... Mais tu gagnes beaucoup de temps dans le... Après, bon, il y a la partie en amont, la communication. Donc, le bouche à oreille est un vecteur énorme. Nous, sur Google, on a été toujours assez visible. Donc, ça, c'est énorme aussi. Instagram... Je mesure aujourd'hui pas énormément de ce que ça nous rapporte en termes de lead direct Instagram. Okay. Je n'ai pas le sentiment que ça soit le plus important. Mais bon, évidemment, ça conforte aussi une notoriété. La presse papier reste quand même un vrai pourvoyeur de clients. On a la chance de je sais pas... on a fait beaucoup de presse, en fait. On a beaucoup de nos projets qui sont passés dans... le Marie-Claire, le LDécor, la Rédécoration, et voilà, et ça s'entretient. Et donc ça, c'est quand même toujours un truc. Et depuis 2 ans, on a quelqu'un à l'agence qui s'occupe spécifiquement des relations presse, ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent. Et ça, c'est interne ? Non, pas en interne. C'est un contrat, mais en tout cas, quelqu'un qui est super et qui est hyper impliqué, qui a vraiment infusé l'ADN de notre entreprise familiale. Donc ça, c'est chouette. Et puis après, les petits commentaires sur Google, c'est toujours vachement important aussi. Je pense qu'un client, quand il cherche un archi, il va balayer quand même pas mal d'outils à sa disposition pour faire son choix ou son pré-choix. Il va entendre son pote, et puis il va regarder si sur Insta c'est confirmé. Et ça,
Et après, ça sécurise et après, il y va. Mais c'est vrai que je pense qu'ils sont c'est multi-supports. important, mais en fait, c'est pas le plus dur. En fait, faire du chiffre, c'est la première étape. C'est ça. Mais après, il faut délivrer, quoi. Et notre métier, en fait, t'as tellement moyen de te louper une marche à plein d'étapes d'un projet. Et puis des fois, c'est des marches qui font mal. T'as des projets qui peuvent couler une boîte en archi. Donc, t'as des projets qui peuvent t'user émotionnellement. Donc, avoir des projets, faire du market et tout, c'est une chose, mais tenir et durer, c'est beaucoup plus dur. Hyper facile de monter une boîte et de se dire, avec un petit capital, j'autofinance, mais je peux bosser à n'importe où, de chez moi, machin. Commencer, et j'encourage tout le monde à le faire. C'est évident, il faut vraiment le faire. Mais en fait, il y a des outils pour. C'est pas facile. C'est pas facile, mais en tout cas, je trouve le succès, il se mesure quand même, malgré tout, avec un peu la durée. Ah, c'est marrant parce que du coup sur mon Insta je fais des sondages, etc. Et à un moment j'ai demandé c'est quoi la question que vous souhaitez poser aux archis que je reçois. Et ce qui revenait beaucoup, c'était comment avoir les premiers clients. Enfin, on sent qu'il y a vraiment ce truc de comment gagner de l'argent, plus que comment signer des contrats. C'est sûr que... Non, mais de toute façon, c'est probablement aussi que c'est je pense beaucoup de gens qui te suivent qui sont en cours de vouloir monter parce qu'ils se renseignent via ton support qui est pour ça hyper intéressant. Et en effet, c'est la première étape, donc c'est normal, c'est la première question à se poser. C'est bon signe, ça veut dire qu'ils se posent la bonne question. C'est faire du chiffre. Et donc ça, aujourd'hui, nous, on se lance à New York et du coup, c'est marrant, j'ai l'impression de redémarrer de zéro une nouvelle entreprise. En fait, pourquoi New York ? On a sur Insta, New York, c'est la deuxième ville qui nous suit depuis toujours. Ah ouais ? Ah ok, c'est marrant. Ça a toujours été comme ça. Il se trouve qu'on a Océane qui, il y a 2 ans, nous dit ça y est, je décidais de repartir vivre avec mon futur mari et de m'installer définitivement à New York, donc trop bien. Et on lui dit, écoute, on tente l'aventure avec toi qui aura un ancrage physique sur place pour essayer de développer. Donc, premier post Insta, premier projet. C'est génial. Là, on finit la conception d'un superbe appart à Upper West Side. C'est génial. Ouais. Mais en fait, derrière, là, j'ai un plan de prospection que je fais appuyer par la BPI pour nouveau site, traduit en anglais, page Google Maps à New York, le compte Insta, nouvelle stratégie vraiment dédiée US avec un wording un peu différent, etc. Des partenariats, parce qu'à New York, ça se passe un peu différemment. T'as pas tellement de boutiques avec pignon sur rue, donc les gens vont facilement monter dans des bureaux, monter dans des tours, et puis là, tu retrouves... on va essayer de faire des collaborations, du coup, avec d'autres artisans français, mais en tout cas, pour mettre en avant ce savoir-faire français. Enfin... Du coup, il faut être créatif. La meilleure question à se poser, c'est mets-toi dans la peau d'un... Tu viens d'acheter un appart, 300 mètres carrés, tu as un beau budget, qu'est-ce que tu fais en premier ? Tu fais quoi ? Est-ce que tu vas taper acheter d'intérieur dans Google ou est-ce que tu vas acheter des magazines ? Tu vas probablement faire un peu tout ça. Et donc, il faut essayer de se créer des occasions de rencontres à tous ces moments-là. Mais c'est vraiment se mettre dans la peau d'un client. Hein. C'est le truc... Et c'est Ramdam Touami qui est marrant quand le patron de Bully, des boutiques magnifiques, et on lui demandait comment il crée des lieux. Il dit moi quand je crée un lieu, je suis dans ma tête, j'imagine le client qui il voit la façade, il voit ça, il ouvre la porte, il sent ça, il y a telle musique, tel vendeur, il est habillé comme ça. Il faut avoir une grosse démarche d'empathie, de se mettre dans la peau du client. C'est vraiment le premier truc. C'est vraiment le premier truc. Ouais. C'est marrant. Et du coup, en fait, donc là, vous allez avoir une autre page Insta pour New York. Non. Ah non, la page Insta, ça reste la Véro Cottrell. Okay. En revanche, il y a notre site internet, il y a le.com qu'on est en train de développer, traduire avec vraiment une cible américaine, une page, encore une fois, Google Maps qui va être liée à ce site, machin. Enfin, c'est toute une stratégie pour que les clients, quand ils arrivent sur notre site et qu'ils sont basés aux États-Unis, ils aient quelqu'un qui s'adresse à eux où ils sentent qu'ils peuvent leur offrir le service à Manhattan. D'accord, ok. Puis c'est vrai que c'est venu aussi parce que nos clients, des fois, ils sont parisiens, new-yorkais. Enfin, ça bouge, en fait, où ils ont des amis. Enfin, c'est vrai qu'on reste dans une capitale et on peut avoir ce genre d'opportunité d'aller voir ailleurs. Enfin, de s'enrichir ailleurs. Enfin, voir plusieurs beaux projets.
Donc ça reste dans notre dynamique aussi de toujours avancer, de voir toujours plein de choses. Et en termes de style, du coup, en fait, ce que vous disiez, ils aiment le style français. Parce que, dans ma tête, les États-Unis, tout est grand. Ils ont des hauteurs sous plafond de 5 000 mètres. New York, c'est une vieille ville, en fait. C'est des plus petits immeubles. Enfin, c'est quand même grand. Enfin, ça dépend où, mais il y a des grandes tours, mais il y a aussi des endroits un peu plus anciens. Déjà, il y a des morphologies d'appart qui ont été faites dans les années 10 qui ont quelques codes des Haussmanniens. T'as un peu de parquet, alors c'est pas du vrai pont de Hongrie, c'est souvent du bâton rompu, mais t'es quand même sur quelques codes un peu comme ça. Mais comme on le disait, Véro, son talent, c'est quand même de capter un lieu et de mettre dedans une famille qui va y vivre. Et en fait, ça s'y prête. Et en fait, apprendre des nouveaux codes, ça me dit trop. J'ai pas envie de m'enfermer non plus dans le haussmannien. Donc en fait, j'ai envie de connaître leurs codes aussi et de voir qu'est-ce qui est beau. Et puis en même temps, amener des artisans ou des techniques qu'on fait en France pour les twister et les mettre au goût de là-bas, en fait. Donc, c'est s'appuyer sur des techniques et créer quelque chose de nouveau. Le parquet, la finition de parquet que travaille Véro, il sera dans le projet de Manhattan qu'on est en train de faire. Parce que c'est vrai que je l'ai apporté. J'ai dit, voilà, nous, en France, on fait ça. Parce qu'on aime la patine. Voilà, exactement. Et la cliente était là-bas, elle a dit, bah oui, parce que moi, on m'avait proposé celui-là. Mais c'est vrai, il raconte une histoire, le vôtre, etc. Donc, on va le mettre. Et c'est génial. Donc voilà, on s'échange encore des bons tuyaux. J'ai une question là qui me revient aussi par rapport à votre agence. Au niveau des process, donc en fait François, tu disais tu as développé donc tout un outil pour vos équipes et en fait donc elles ont des trames de questions, des styles à suivre. Aujourd'hui j'ai plus une caisse à outils. Que j'essaie de en fait non mais j'ai parce que par rapport à ce projet que j'ai avec des amis là, on se disait est-ce qu'on ferait pas l'outil ultime pour les archis. Je crois qu'il faut surtout pas faire ça parce que chaque archi a ses propres méthodes et que ça sert à rien d'essayer de réapprendre la vie à chacun. En revanche, en effet, chaque archi a plein d'outils. Et nous, à l'agence, on en a du coup un petit paquet de l'esquisse jusqu'à la réception de chantier. Il y a des tableaux qui se parlent, des petits outils de gestion de base de données qui nous permettent de voir, en fonction de comment tu présentes ta base de données, tu peux très bien voir le nombre de projets par archi, le nombre de projets en esquisse, en APD, en DCE, en chantier. Ça, c'est pour moi. Mais Sophie va voir, parce qu'elle fait aussi la facturation, donc l'état d'avancement de chacun des projets et l'état d'avancement de sa facturation pour vérifier que les deux sont alignés. Mais à côté de ça, mes archives vont voir... dans leur avant-projet définitif, qu'est-ce qu'on s'était donné comme délai pour terminer le lot agencement ? Est-ce que je suis dedans ? Est-ce que je ne suis pas dedans ? C'est quoi mes priorités ? Je saisis mes heures aussi dans cet APD. Je vérifie si c'est rentable. Enfin voilà, et ça c'est un outil un peu de gestion de base de données qui est génial. Nos outils budgétaires, ils sont encore aujourd'hui sur Excel, mais c'est quand même un outil qui permet aujourd'hui de faire le budget, de le développer pour aller faire les consultations, puis analyser les marchés. Voilà, on a pas mal d'outils comme ça qui aujourd'hui communiquent pas tous entre eux, mais bon, ça progresse. Ok. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est le nerf de la guerre, hein, les process et les outils. Je pense que si t'as qu'un seul projet par an, franchement, non mais parce qu'en fait quand même le marché des architectes il est hyper morcelé et t'as énormément d'archis et c'est pas du tout péjoratif. Hein. Alors là, ça pourrait même être péjoratif les agences qui entre guillemets font beaucoup de projets. Il y a aucun jugement là-dessus. Mais c'est vrai que c'est intéressant de s'outiller, de s'équiper vraiment si tu commences à traiter quelques projets en même temps. Par contre, la méthode, ça, à partir de un projet, c'est bien. Mais ça, c'est quoi ? C'est le séquençage des phases. Et puis, je démarre pas mon APD tant que j'ai pas validé mon budget. Je démarre pas ma consultation tant que j'ai pas fini mon APD. Et je démarre pas mon chantier tant que j'ai pas 98% du projet de validé, quoi. Ça, c'est des règles, voilà. Mais comme après, sur un chantier, tu commences par la démol. Bon. c'est a priori assez logique. Ouais, et puis ça dépend jusqu'où tu veux te développer aussi. C'est toujours la même question. Ouais. Et du coup, les réseaux, tu disais, tu te rends pas compte à quel point ça devient. Je devrais. En fait, il faudrait qu'on pose la question maintenant aux clients qui nous appellent. C'est quoi la façon, par quel biais ils nous ont vraiment connus. Ouais. Parce que moi, j'avais une agence Atelier d'Auvergne. Elle me disait, elle a 90% de sa clientèle qui vient d'Insta. Ouais. C'est possible. Hein.
Nous, on est architecte d'intérieur Paris, on est premier sur Google. Ok. Donc, il y a probablement pas mal de gens qui viennent de là. Déjà. Oui. Ouais, peut-être moins. On est premier, on est en première page. D'accord. Ok. Ouais, donc le référencement Google, référencement naturel. Beaucoup, ouais. Ça, c'est un des... Puis après, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que c'est vrai qu'on nous suit beaucoup sur Insta, mais ce qu'on vend, c'est pas forcément touchable pour. Enfin voilà. Puis en fait, on peut pas en faire autant que ceux qui sont sur Insta. Donc en fait, il y a forcément aussi une visibilité qui fait notre image de marque et qui fait que c'est chouette et ça nous fait une notoriété. Et une autre partie qui fait que ça sera nos clients. Mais en tout cas, c'est sûr que tous nos followers, s'ils étaient tous nos clients, ça ne marcherait pas, on n'aurait pas assez de bras, quoi. Donc du coup, ça dépend aussi de ce qu'on fait comme métier. Enfin, voilà, je pense non, tu as tout à fait raison. C'est la question de la qualification de ta base de données. Enfin... Puis j'ai l'impression que les archis d'intérieur sur Insta sont suivis par beaucoup d'archis d'intérieur, en fait, finalement. Bien sûr. Donc finalement, c'est pas tant que ça un des petit clients, monde. quoi. Exactement. Ouais, c'est un petit monde, bien sûr, bien sûr. Nous, on a Donc, énormément de demandes de gens qui veulent faire des partenariats en art, en mobilier, Ouais, voilà, c'est ça. ou qui veulent qu'on leur sous-traite une partie de notre boulot, genre les 3D. Alors ça, on en reçoit 10 par jour. Oui, tu m'étonnes. Non, mais c'est normal. Mais c'est bien. Ouais, c'est plus c'est un réseau, en fait. C'est bon, c'est chez toi que j'entendais Audrey Gabriel qui parlait de LinkedIn. Et c'est vrai que c'est aussi... tu vois, on s'y attend pas en fait. Tiens, c'est marrant, c'est pas fait pour ça en plus. Mais finalement, tu touches quand même tout un auditoire qui va être assez qualifié finalement. Oui, parce qu'en plus sur LinkedIn, c'est vrai que quand on en parlait, et puis pour l'avoir vécu, vu que j'étais en ressources humaines avant, en fait, c'est des CSP+. Voilà. Et en fait, c'est des gens qui bossent déjà, qui ont des salaires en général, c'est des cadres, donc ils sont au moins à autour de 80K à l'année, voire plus. C'est des clients potentiels. Et donc LinkedIn, ça me surprend moins que tu aies plus de clients potentiels que sur Insta. Le ratio doit être meilleur. C'est ça, ouais. Et nous, sur Google, un mec qui tape architecte d'intérieur Paris, il y a une chance sur deux pour qu'il vienne de s'acheter un appart. Donc, c'est hyper qualifié. Oui, parce qu'en plus, il t'a cherché. Quoi. C'est une démarche. C'est pas du tout pareil. Ouais, c'est ça. Mais Insta, c'est génial parce qu'effectivement, on se regarde tous et en fait, c'est chouette de voir ce que fait les autres, ce que font les autres, etc. Et en fait, la création, c'est toujours ça, c'est toujours rebondir sur ce qui a déjà été un peu fait, mais comment on le réinterprète. C'est ça qui est super. On a toujours eu des maisons avec des murs et des sols et des plafonds. Quoi. Il est probable que ça ait monté le niveau d'exigence en plus général de la population. Parce qu'en fait, comme tu vois plein de choses belles et que tu vois le process, parfois, tu vois le mec qui réalise, tu as plein d'étapes sur Insta, c'est hyper intéressant. Donc les clients sont même tout dans la bouffe. exigeants, quoi. En fait, dans la food, aujourd'hui, je pense que le niveau de qualité de la nourriture dans les restos par rapport à il y a 20 ans, c'est incroyable comment il a progressé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens sont plus sachants, ils on veut savoir d'où ça vient, on veut savoir... et les clients sont plus pointus, complètement. C'est vrai que pour les avis Google, par rapport au plat, mon mari, quand on est dans Paris, il regarde tout le temps les notes. Oui. Mais tout le temps, quoi. Et tu te dis, en fait, moi, j'ai les commentaires. C'est puissant. Hein. Voilà, notes, commentaires. Ça en dit long. Hein. Et en même temps, des fois, c'est pas forcément juste non plus, parce que... il y a toujours un peu de triche. Pardon ? Il peut y avoir de la triche. C'est le risque, il peut y avoir de la triche, ou il peut y avoir aussi... quelqu'un qui a jamais eu de commentaire, mais un qui a plus le temps parce qu'il était vraiment pas content et puis il a mis un mauvais commentaire et ça plombe, ça peut plomber des petites boîtes en fait aussi. Donc c'est compliqué. On marche un peu sur des œufs là. C'est vrai que c'est bien d'avoir des beaux commentaires, mais faut... Mais c'est vrai qu'Insta, c'était un peu le recul que j'avais là, c'est que les archis sont suivis par des archis. Et même moi je le vois là, le podcast. Il y a beaucoup... En fait, du coup, c'est écouter que pas tes archis. Et je reçois des messages d'agences qui me disent « Ah, mais telle agence, elle est passée chez toi. Mais donc, du coup, ils font comme ça et tout. » Je dis « Bah oui, c'est dans le podcast, donc oui. » Et en fait, on sent que même des agences qui ont 10 ans, des fois, sont friands de savoir comment ça se fait ailleurs pour savoir s'ils font bien ou pas. On est tellement seuls. Et moi, j'aime bien ce côté... il y a moins de secrets de polichinelle qu'avant, j'ai l'impression. Ça, c'est important. Alors, pour le coup, on a, nous, des trucs qu'on protège. Par exemple, et j'ai aucun problème à le dire, je protège mon réseau d'artisans.
Ouais. Je veux pas. Alors, je sais que mes artisans, ils aimeraient bien que je leur fasse de la pub, et c'est vrai que ça serait sympa. Sur Insta, tu veux dire. Mais en fait, j'ai l'impression que ce serait vraiment le cuistot qui donne sa recette. Et nous, c'est une telle richesse d'avoir un réseau, des équipes de réalisation qui sont là, fidèles depuis des années, etc. C'est vraiment notre richesse. Et en fait, si on le divulguait comme ça, je pense que déjà on le dévaloriserait un petit peu. Enfin, ça serait. Et puis surtout, du coup, on donnerait un coup d'avance. Tu vois, ça serait pas juste. Ouais, Donc, on trie quand même un peu ce qu'on dit parce que ça me semble important. Mais en revanche, tu vois, tout ce qu'on s'est dit là sur le business, sur la méthode, etc. Je trouve ça intéressant parce que c'est du partage d'expérience, c'est du partage de... Et puis on a des groupes d'archi avec qui on se marre bien, on avec est très qui copains, on sort, etc. Et puis en fait, on s'échange aussi tous nos secrets, qui marchent, qui marchent pas. Là, c'est la galère. Ou là, j'ai trouvé ça, c'est génial, ça m'a aidé là-dessus. Je trouve qu'on sort un peu plus. C'est vrai que c'est un métier où, comme on sort d'études, on crée son truc, on ne sait pas si on fait bien, parce qu'on n'a pas vraiment appris, on ne sait pas si c'est... Donc ça reste toujours un peu secret. Avant, on était tous un peu tout seuls. Et je trouve que maintenant, avec les réseaux, avec Insta, avec tous ces outils, on est plus libre à dire nos trucs. Et c'est hyper positif. Et c'est hyper positif parce que c'est enrichissant pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Je pense. Et puis ça fait du bien de savoir que ton concurrent, en fait, il a juste la même galère que toi. Ouais. Ça te rassure. Ah, toi aussi, merci. Bah ouais. Et tout passe tous parce qu'il y a des fois, ça reste la gestion d'entreprise. C'est c'est vrai que c'est le retour qui vient tout le temps. Et puis c'est vrai, par contre, c'est un petit monde. Parce qu'en fait, moi, je vous ai découvert parce que du coup, dans mes invités, j'ai des gens de votre groupe. Et après, dans les stories des uns, je vois des invités qui sont passés. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais c'est vraiment un petit monde. En fait, tout le monde se connaît. Après, il n'y a pas de connivence non plus. Tu vois. Si on va jamais s'entendre sur des trucs, c'est pas du tout malsain. On reste quand même concurrents. Oui. Il y a zéro stress, quoi. On va se battre pour nos projets. On va jamais. Tu vois. On est invité au même vernissage, aux mêmes choses. Donc en fait, à un moment donné. Et puis on partage un savoir-faire qui est chouette. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir tous les deux. Merci. Si jamais on veut vous retrouver sur les réseaux, après je vous taguerai de toute façon, je vous identifierai sur YouTube, Insta, etc. Mais voilà, si jamais votre site internet. Véro Cotterel. Tout collé. VEROCOTREL.fr. Insta pareil. Et voilà. De toute façon, je mettrai tout. C'est gentil. En tout cas, encore merci. Dernière question, si vous avez un gros conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, ça serait quoi ? Peu importe si c'est sur la partie business, la partie suivi de chantier, process. Faut que ça reste fun, faut que ça reste créatif, faut que ça reste cool. Et c'est un métier passion, donc c'est un métier qui peut avoir des moments où avec des étincelles, c'est génial, des moments hyper durs. Donc il faut vraiment s'organiser, se staffer, faire en sorte que ça reste plaisant et que on puisse durer. Parce que c'est un peu la clé, je trouve. C'est le plaisir. Le plaisir. Toujours garder le plaisir dans ce métier-là parce que c'est un métier généreux. En fait, on apporte du rêve, on apporte des choses qui sont des usages, du patrimoine qu'ils vont transmettre, etc. Donc, il faut que on s'amuse là-dedans parce que ça prend du temps. Et la créativité ne tolère pas bien le manque de fun et de plaisir. Il faut un état d'esprit très détendu pour être créatif. Sinon, tu n'y arrives pas, en fait. Il y a trop d'intime dans nos projets pour qu'il n'y ait pas cette notion à un moment donné de plaisir et de bienveillance avec nos clients. Et donc, si je devais rajouter, du coup, c'est engagez-vous. Quand on se lance dans ce métier, il faut savoir s'engager et prendre des risques, pas avoir peur de dire à son client j'ai bien mesuré les paramètres budgétaires de planning, je peux m'engager sur ça. Si j'y crois, je m'engage. Par contre, je m'engage certainement pas à contre-cœur ou parce qu'on m'a tordu le cou pour le faire. Mais si je suis confiant dans la capacité de m'engager, je m'engage, je l'écris. Et puis je vérifie que ça a été respecté, mais je m'engage, il n'y a pas de problème. Avec mes clients, avec mes entreprises,
avec mes collaborateurs, c'est vraiment une clé. Puis un autre truc aussi, c'est pas avoir peur de faire des choses qu'on n'a jamais fait, parce qu'en fait, on fera toujours des choses qu'on n'a jamais fait. Et donc du coup, il faut toujours être curieux et se lancer sur des nouveaux projets, des nouvelles pistes, et puis aussi, on ne peut pas tout savoir, parce que c'est vrai que on a l'impression que on doit être sachant sur tout, et en fait non, on est chef d'orchestre. En fait, on va demander à nos spécialistes. Donc voilà, si on a une demande, pas hésiter à dire ça on ne sait pas, mais par contre on va se renseigner et on va réussir à le faire. Donc voilà, c'est s'aider vraiment de tout le monde. On est une grosse équipe d'artisans, de chefs de projet, enfin voilà, en tout cas on fait toujours un projet en équipe. Donc voilà. Ok. Merci en tout cas pour ce partage, ces conseils. Ouais. Et puis on se dit à très vite pour un prochain épisode. Merci.